Jules César est envoyé en Gaule pour pacifier la région. Mais il a pas bien compris pacifier, alors il déclenche une guerre et envahit toute la Gaule. Après sa victoire, il rentre à Rome avec son armée et prend le pouvoir. Ensuite, il se fait assassiner. Après sa mort, c'est le chaos. Les assassins disent « on a sauvé la République ». Sauf que, ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils feront après. Et c'est là qu'arrive Octave, le petit-neveu de César. Octave ? César est mort. Oh mince ! Et dans son testament, tu es désigné comme son fils adoptif. Ah bon ? Il débarque à Rome, s'allie à Marc-Antoine et Lépide et écrase les comploteurs dans la grande bataille de Philippe. Après la victoire, ils se partagent le monde romain. Antoine prend l'Est et Octave prend l'Ouest. Lépide, lui, il prend un bout d'Afrique et puis il est rapidement écarté. De son côté, Antoine fait du tourisme en Égypte et tombe amoureux de Cléopâtre. Ils deviennent alliés. Oh Cléopâtre, tu es magnifique. Oui, c'est très bien ça, mais ton copain Octave, il est en train de raconter à tout le monde que je t'ai ensorcelé. Et là, il est en train de rassembler ses légions. C'est un jaloux. Entre Antoine et Octave, ça devient de plus en plus tendu. Chacun veut être le vrai numéro 1, alors ça finit en grosse bataille navale à Actium. Octave gagne et récupère ensuite l'Égypte. Après ça, il devient le maître incontesté du monde romain et se fait appeler Auguste. C'est le début de l'Empire romain. Pendant son règne, il renforce l'armée et les frontières, mais il se prend aussi une grosse défaite à Teutobourg. 3 légions sont détruites, les Romains se disent que finalement le Rhin c'est déjà pas mal comme frontière. Ils créent aussi une garde d'élite pour protéger Rome, la garde prétorienne. Elle va surtout assassiner beaucoup d'empereurs, mais on en reparlera plus tard. Après avoir eu beaucoup de mal à trouver un héritier solide, Auguste finit par imposer Tibère comme successeur. Tibère stabilise les frontières et gère plutôt bien l'Empire, mais le problème c'est que niveau relationnel, il est nul. Pour maximiser l'efficacité, règles, procédures et méthodes. Génial. Et c'est qui ce mec ? Pour ne rien arranger, il se retire sur l'île de Capri et des rumeurs commencent à apparaître. Orgie, cruauté, difficile de séparer le vrai du faux, mais politiquement l'image est catastrophique. Une vague de répression à Rome finit de pourrir l'ambiance, et avec son successeur, ça va être encore pire. Il s'appelle Caligula. Caligula, quand il arrive au pouvoir, ça commence bien. Il libère des gens, il organise des jeux. Bref, l'ambiance à Rome s'améliore et tout le monde est content. Mais très vite, il tombe malade et se met à changer. Il devient cruel, dépense énormément dans des grosses soirées et fait exécuter pas mal de gens pour voler leurs biens. Toi tu vis, toi tu meurs. Certaines rumeurs sont probablement amplifiées par ses ennemis. Quoi qu'il en soit, il finit assassiné par la garde prétorienne. Après l'assassinat, c'est la grosse panique. Qui prend le pouvoir ? La garde prétorienne trouve l'oncle de Caligula caché dans le palais. Hé, on te voit. Hé, t'es pas caché là. Tiens, mais ça serait pas l'oncle de Caligula ? Non, vous faites erreur et... Au fait, je suis très riche. Ok, t'es empereur. Il le proclame empereur, et surprise, Claude gouverne plutôt bien. Il lance la conquête de la Britannia, ce qui lui donne du prestige. Il finit par mourir, probablement empoisonné par sa femme. Néron prend la suite. Ça commence assez bien, mais rapidement il supporte de moins en moins sa mère, qui veut le contrôler, et il finit par la faire assassiner. Et maman, tu sais, je suis un grand garçon maintenant, c'est moi l'empereur. Oui, bien sûr, maintenant, va jouer, il faut que je m'occupe de l'Empire. D'accord, tiens, prends ce bateau, il va te ramener. Bien joué, les gars. Chef, elle est rentrée à la nage. Quoi ? Bon, on oublie la méthode subtile. La deuxième tentative est la bonne, et après ça, il s'occupe de ses rivaux. Son règne est également marqué par un énorme incendie qui ravage Rome. On le soupçonne d'être le responsable. Pour faire taire la rumeur, il accuse les chrétiens et déclenche une vague de persécution contre eux. Il lance des travaux de reconstruction et en profite pour se faire bâtir un palais géant qui exaspère tout le monde. On commence à comploter contre lui, et là il réagit en mode purge. Exécution, suicide forcé, même ses anciens soutiens sont pris pour cible. Des révoltes éclatent, on le déclare ennemi public, et Néron met fin à ses jours. Après lui, c'est le chaos total. À la mort de Néron, il n'y a pas d'héritier. Résultat, 4 empereurs différents en une année. Le premier, c'est Galba, mais il est assassiné par la garde prétorienne qui préfère Othon. Sauf qu'au même moment, les armées du Nord ont choisi un autre chef. Une guerre éclate, et Vitellius prend le pouvoir. Pendant ce temps, à l'Est, un autre gros général se fait acclamer. Nouvelle guerre, Vespasien devient empereur, et cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, maintenant, va peut-être falloir vous détendre, parce que 4 en 1 an, ça commence à faire beaucoup. Après le chaos, il remet de l'ordre. Son fils Titus prend Jérusalem et rapporte un énorme butin. Avec l'argent, Vespasien lance de grands travaux dont la construction du Colisée. Cette arène va accueillir les plus grands spectacles de gladiateurs de l'Empire. À sa mort,
Titus lui succède. Il a un règne très court mais il doit gérer des catastrophes, la destruction de Pompéi après l'éruption du Vésuve, un grand incendie à Rome et enfin une grave épidémie. Il réagit plutôt bien et garde une bonne image, mais il meurt rapidement d'une maladie. Son frère Domitien récupère le pouvoir et règne assez longtemps. Il a la réputation d'être parano et obsédé par les complots, mais il avait pas tort, il finit par se faire assassiner. Ensuite, on entre dans l'âge d'or de l'Empire romain, et là, on a une série d'empereurs très solides. D'abord Nerva, le vieux sage qui stabilise Rome et qui choisit le bon héritier, puis Trajan, qui conquiert notamment la Dacie et apporte d'immenses richesses à Rome. C'est sous son règne que l'Empire romain atteint sa taille maximale. Et Trajan, il sait fêter la victoire. Je vais organiser 123 jours de spectacle. Ça fait peut-être un peu beaucoup, non? Oui. Ensuite, on a Adrien, qui consolide plutôt qu'agrandir. Il fait notamment construire un mur d'une côte à l'autre de la Britannia pour sécuriser la frontière. Puis on a Antonin le Pieux, qui continue de stabiliser l'Empire, et enfin Marc Aurèle, le philosophe qui tient bon face aux crises. Globalement, ils renforcent tous l'Empire. Les routes sont sécurisées, le commerce et les villes se développent. Au lieu de choisir leur fils biologique, les empereurs choisissent le meilleur successeur, souvent par adoption. Résultat, on évite les empereurs égocentriques, paranoïaques ou à moitié fous, ce qui est pas complètement une mauvaise idée. Et ça tient jusqu'à Marc Aurèle. Marc Aurèle, son règne, c'est surtout une suite de crises. Guerre aux frontières, épidémie, il passe beaucoup de temps sur le terrain et écrit Pensée pour moi-même, un carnet qui va devenir un texte majeur du stoïcisme. Garde ton calme, sois juste et n'oublie pas que tout passe. Il a une image plutôt stylée, pourtant à la fin de son règne, il fait un choix un peu nul. Il laisse le pouvoir à son fils biologique au lieu d'adopter un successeur expérimenté. Commode, j'ai décidé de te désigner comme mon successeur. Tu vas donc devenir empereur. Ça veut dire que je vais devenir une star! Et là, c'est changement d'ambiance. On n'est clairement pas sur le meilleur. Commode, lui, il se désintéresse de l'Empire pour participer au spectacle du Colisée et combat même comme gladiateur. Pour une partie de la population, c'est spectaculaire, mais pour les autres, c'est un choc. Il finit assassiné dans un complot, et après lui, ça explose. 193, c'est l'année des 5 empereurs. Le premier essaye de remettre de l'ordre et de limiter les privilèges de la garde prétorienne. Mauvaise idée, elle le tue en moins de 3 mois. Et là, on assiste à l'un des épisodes les plus scandaleux de l'histoire romaine. Elle met tout simplement l'Empire aux enchères. Bon voilà, on a tué l'empereur. Maintenant c'est simple, c'est celui qui nous donnera le plus d'argent qui aura le poste. Plusieurs candidats promettent des grosses sommes, et l'un d'eux obtient le titre. Mais Septime Sévère, un puissant général proclamé par son armée, attaque Rome et prend le pouvoir. Pendant ce temps, 2 autres généraux sont également proclamés par leur armée. 2 nouvelles guerres civiles, Sévère les écrase tous les 2 et conserve le pouvoir. Personne d'autre, c'est bon? Après lui, empereur devient un job à haut risque. Geta, assassiné sur ordre de Caracalla, lui-même assassiné dans un complot lié à Macrin, lui-même vaincu et exécuté par les partisans d'Élagabal, lui-même assassiné par la garde prétorienne, et enfin Sévère Alexandre, lui-même assassiné par ses propres soldats. L'Empire romain entre dans ce qu'on appelle la crise du IIIe siècle. Le pouvoir est instable, c'est l'armée qui décide. Le message est clair, si l'armée t'aime, tu règnes, si l'armée t'aime pas, tu meurs. Les guerres civiles s'enchaînent, et pendant que Rome se bat contre elle-même, les frontières explosent. Au nord, les peuples germaniques enchaînent les raids et les invasions. À l'est, l'Empire perse devient très agressif. En 260, l'empereur Valérien est même capturé par les Perses. C'est une humiliation énorme pour Rome qui perd son aura d'invincibilité. Eh les Romaines, vous êtes des Romains? Non chef, c'est... Quoi? C'est tellement le bazar que l'Empire se divise. À l'ouest, l'Empire des Gaules, et à l'est, l'Empire de Palmyre. Autre problème, guerre plus instabilité égale besoin d'argent. Les caisses sont vides, et comme si la situation n'était pas assez catastrophique, une grosse épidémie débarque. Finalement, quelques empereurs très militaires remontent la pente. D'abord Aurélien, qui recolle l'Empire en reprenant Palmyre et la Gaule, puis Dioclétien. Lui, il change carrément le système pour éviter que ça recommence. Il met en place la tétrarchie. L'idée, l'Empire est trop vaste pour un seul chef, alors on le dirige à 4. 2 Augustes au sommet et 2 Césars adjoints. Chacun gère une zone de l'Empire pour réagir vite. Et le truc le plus ambitieux, c'est la retraite programmée. Les Augustes démissionnent, les Césars deviennent Augustes, et 2 nouveaux Césars sont nommés. Et comme ça, on évite les guerres civiles. Et il le fait vraiment. En 305, les 2 Augustes se retirent. Résultat, ça dégénère en guerre civile. Tout le monde se tape dessus, et c'est Constantin qui sort vainqueur.
À partir de là, il stabilise l'Empire et refonde la ville de Byzance. Il en fait sa nouvelle capitale qu'il nomme Constantinople. Son emplacement est stratégique, mieux placé pour défendre l'Est, plus riche et plus facile à tenir que Rome. Il est également connu pour avoir renforcé et favorisé le christianisme, ce qui est un tournant majeur dans l'Empire romain. Après lui, l'Empire est souvent dirigé par plusieurs empereurs en même temps, la pression monte aux frontières et le manque de soldats se fait sentir. Les Romains intègrent de plus en plus les peuples barbares dans leur armée, sauf qu'en 378 ça dérape, les Goths se révoltent, remportent la bataille d'Andrinople et tuent l'empereur Valence. C'est qui le patron ? C'est moi. C'est un énorme choc. Théodose Ier reprend la situation en main, mais il sera le dernier empereur à régner sur à peu près tout l'Empire. À sa mort, il est partagé de façon durable entre l'Occident et l'Orient. L'Empire d'Orient est plus riche et plus stable que l'Empire d'Occident, qui manque d'argent pour payer une armée solide. En 406, une grande vague de peuples germaniques franchissent le Rhin et s'installent en Gaule. Et maintenant, c'est chez nous. Rome est impuissante, elle négocie des alliances et intègre de plus en plus ses peuples dans son armée. L'armée romaine devient de moins en moins romaine. L'instabilité en Gaule entraîne l'abandon progressif de la Britannia. Rome perd du terrain et ce n'est que le début. En 410, Rome est pillée par les Visigoths. En 439, les Vandales prennent Carthage. En 451, c'est Attila qui débarque. Je sais pas vous, mais moi je mangerais bien du romain au petit-déj. Les Romains forment une coalition avec les peuples germaniques et repoussent les Huns à la grande bataille des champs cataloniques. Pour une fois, ils gagnent, mais seulement grâce à leur alliance. En 455, nouveau pillage de Rome par les Vandales. Encore une fois, perte de prestige et preuve que Rome n'a plus les moyens de se protéger. Le vrai problème, c'est que la politique interne est en miettes. Ce ne sont plus les empereurs qui dirigent. Le vrai pouvoir est passé aux mains des généraux qui sont souvent d'origine germanique. En 476, le chef militaire Odoacre dépose le dernier empereur d'Occident. Il n'y a pas un énorme boom apocalyptique, c'est plutôt que l'empereur est devenu inutile. L'Occident n'a plus de centre impérial. On garde les structures romaines comme les lois et les impôts, mais le pouvoir est passé à d'autres. À l'est, l'Empire d'Orient continue pendant des siècles, avec Constantinople comme centre. C'est ce qu'on appelle plus tard l'Empire byzantin. Attends, t'es pas encore abonné ? Abonne-toi sinon au lion. Abonnez-vous si ça vous a plu.